Donc bonjour, donc j'ai pu répondre à certaines petites questions déjà qui ont été posées. Donc, les micros sont désactivés, ne vous inquiétez pas, c'est normal, vous êtes bien en lien avec nous. C'est juste qu'il y a un nombre assez important d'inscrits, hein, donc on est à 300 inscrits là ce matin. Donc ce qui fait qu'on a préféré désactiver tous les micros, puisque la parole ne pourra pas être donnée, à tout le monde. J'espère qu'il n'y a pas de problème de son. J'ai une personne qui vient de me dire qu'il y avait un problème de son de son côté. J'espère que ce n'est pas le cas pour les personnes. N'hésitez pas à nous l'indiquer si c'était un... Merci, voilà, on vient de me dire que c'était bon, donc c'est parfait. Donc on va débuter les webinaires. Donc je me remercie tous les participants donc, qui se sont inscrits. Donc je suis Andrea Perrier, donc directrice du Centre Ressources Autisme Limousin. Nous débutons aujourd'hui des webinaires pour une bonne semaine, donc qui s'achèveront vendredi prochain, le 2 avril, dans le cadre de la Journée mondiale de l'autisme. Donc, cette journée mondiale a vocation à sensibiliser le grand public à l'autisme. C'est pourquoi nous avons développé différentes thématiques qui sont en lien avec cette sensibilisation. Donc aujourd'hui, nous débutons par les généralités avec Alain Pourrade, éducateur spécialisé au CRA, et Elodie Pinta, psychologue du CRA. Dans la semaine prochaine, vous pourrez voir d'autres webinaires. Vous pouvez encore vous y inscrire, qui sont notamment sur la découverte de dispositifs tels que les plateformes TND, donc qui vont être développées à l'échelle nationale. Certains territoires en sont déjà pourvus, ça va prochainement être le cas en Limousin. Et aussi Handy Consult, donc dans le cadre des soins somatiques. Donc vous avez d'autres thématiques, elles s'affichent à l'écran. Donc vous pouvez bien sûr encore vous y positionner. Une seconde session de webinaire sera proposée en fin d'année. Donc vous pouvez aussi indiquer dans le cadre de l'enquête de satisfaction qui vous sera adressée les thématiques que vous souhaiteriez voir abordées en fin d'année. Donc n'hésitez pas à compléter cette enquête qui vous sera adressée après le webinaire. Ces webinaires s'achèveront le vendredi 2, le jour de la Journée mondiale de l'autisme, par des témoignages qui seront réalisés par des personnes avec autisme, puisque avant tout, cette Journée mondiale de l'autisme existe pour les personnes avec autisme. Et le docteur Lemonnier, directeur médical du CRA, clôturera toute cette manifestation en présentant les processus développementaux et l'autisme. Vous pourrez poser vos questions dans les questions et réponses. Vous avez un petit onglet qui normalement est à côté de discussion, un onglet Q&R. Donc vos questions peuvent être posées à cet endroit-là. On répondra au terme des interventions de 45 minutes aux questions que vous nous aurez posées. N'hésitez pas à les faire de façon synthétique et en lien avec le thème pour que les intervenants puissent y répondre le plus facilement possible. Voilà, donc je vais donner la parole à Alain Pourrade, donc éducateur spécialisé, et Elodie Pinta, psychologue, pour qu'ils vous présentent et qu'ils débutent le webinaire sur le trouble du spectre de l'autisme. Je les remercie, je souhaite un bon webinaire. Excusez-moi. Est-ce que c'est bon là? Voilà, c'est bon. Oui, je disais bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis d'être avec vous ce matin pour inaugurer cette série de webinaires qui, comme l'a dit Madame Perrier, inaugurera tout au long de la semaine la Journée mondiale de l'autisme. Nous avons pensé commencer cette série de webinaires par quelques généralités sur les troubles du spectre de l'autisme. Donc, ce matin et cet après-midi, donc on l'a décliné en deux parties. On va commencer tout de suite pour qu'on puisse se garder le temps de pouvoir échanger par la suite, autant que faire se peut. Donc, juste cette petite diapositive pour commencer. C'est le CRA Limousin, Centre Ressources Autisme de Limousin, qui organise cette série de webinaires. Notre adresse, donc 23 avenue Dominique Larrey à Limoges, hein, donc on est dans les locaux de l'hôpital. Un petit point pour vous dire ce qu'est un CRA. Alors, voilà, je sais qu'il y a a priori des participants de toute la France hein, aujourd'hui, donc bienvenue à tout le monde. Il y a un CRA par région. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un CRA? Centre Ressources Autisme, c'est un service médico-social qui va mettre en œuvre des actions de dépistage, d'aide, de soutien, de formation, d'information, de conseil, d'expertise ou de coordination au bénéfice d'usagers ou d'autres établissements et services.
Voilà très schématiquement ce que sont les centres de ressources autisme. Ça concerne les enfants, les adolescents et les adultes. On a plusieurs missions, on a plusieurs activités au sein d'un centre de ressources autisme. On a cette fonction ressources, ce qu'on est en train de faire ce matin, et des activités d'évaluation diagnostique. Alors, on a tout à fait conscience de nos difficultés en ce domaine-là et du retard que l'on peut prendre parfois. Donc, vous savez qu'il y a des mises à jour. On a eu la chance de pouvoir accueillir de nouvelles personnes dans nos services pour pouvoir essayer de réduire nos listes d'attente. Donc, cette évaluation diagnostique, c'est la mission principale d'un CRA. Elle nous prend beaucoup de temps et elle est importante. Et il faut absolument qu'on réduise ces listes d'attente-là. Donc, j'espère que nous allons pouvoir y arriver avec l'arrivée de ces professionnels. Elle s'appuie donc sur une équipe pluridisciplinaire, donc c'est le cas de tous les centres de ressources autisme, donc orthophonistes, psychologues, psychomotriciens, et bien sûr les médecins qui sont là aussi. Donc, comme vous le voyez, on vous a mis une chose qui nous semble absolument primordiale et très importante, c'est la documentation. Donc là, vous avez les coordonnées du CRA Limousin, documentation.cra-limousin/du6limoges.com, et le site internet du CRA Limousin. Mais en fonction de votre région de rattachement, vous avez forcément un CRA, et il y a cette fonction-là dans les CRA de ressources qui est primordiale, et de documentation. Donc si vous êtes étudiant et que vous cherchez des articles, si vous êtes parent, si vous êtes concerné par le trouble du spectre de l'autisme, n'hésitez pas à contacter votre CRA de rattachement pour chercher de la documentation, et les documentalistes se feront un plaisir de vous aider dans cette dimension, dans cette démarche-là. Donc, c'est quelque chose qui est réellement très, très important et qu'il faut qu'on mette en avant. Donc, je me permets de faire ce petit aparté avant de commencer réellement. Donc, il y a un centre de ressources autisme par région. N'hésitez pas, le cas échéant, à solliciter le vôtre. Et si vous êtes en recherche d'articles, de matériel ou d'autres choses de cet ordre-là, n'hésitez pas à solliciter la documentation de votre CRA. Donc, tout ce qu'on va vous raconter aujourd'hui, donc ce matin et cet après-midi, donc ma collègue et moi-même, nous ne l'avons pas inventé. Hein, donc, on s'est basé sur ce qu'on appelle les recommandations de bonne pratique, comme tout centre de ressources autisme. Et ce sont les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Donc, on vous a mis sur cette diapo des petites images en lien. Voilà, vous pouvez trouver tout un tas de thématiques développés par la HAS qui sont en lien avec le TSA. Vous pouvez retrouver dans vos centres de documentation, mais aussi vous les retrouvez sur le site de la Haute Autorité de Santé. Vous pouvez les télécharger, il n'y a aucun problème. Généralement, il y a une version très complète et une version un petit peu plus expurgée et plus concentrée. Donc, on ne peut que vous encourager aussi, si vous êtes en train de rechercher un petit peu, de vous interroger par rapport à l'autisme, on peut que vous conseiller d'aller sur le site de la Haute Autorité de Santé et de rechercher les documents qui sont afférents au TSA. On va commencer par un petit peu d'historique. Si vous êtes d'accord, on sait toujours mieux où on va quand on sait un petit peu d'où on vient. Donc, c'est ce concept de TSA, comment il a évolué et comment il est né. Donc, les premiers qui ont parlé d'autisme, c'est Léo Kanner en 1943. En 1943, Léo Kanner définit l'autisme infantile précoce. C'est l'existence précoce chez 11 enfants, vous voyez, hein, le panel est peu important, d'une inaptitude à établir des relations normales avec les personnes et à réagir normalement aux situations. Une incapacité innée à établir le contact affectif habituel avec les personnes. Voilà ce que décrit Kanner en 1943. En 1944, vous voyez, donc c'est à une année près, Hans Asperger parle de ses petits professeurs et il décrit une psychopathie autistique de l'enfance. Ce sont des enfants qui présentent un manque d'empathie, une faible capacité à se faire des amis, une conversation unidirectionnelle, une forte préoccupation vers des intérêts spéciaux et des mouvements maladroits.
Bon, il faut savoir que Kanner et Asperger ne se connaissaient pas. Ils ont travaillé chacun de leur côté, mais on a déjà, à cette époque-là, les prémices de ce que seront ce que sera le concept de troubles du spectre de l'autisme qu'on abordera plus loin dans la journée. Hans Asperger, donc vous vous doutez que c'est lui qui a donné son nom au syndrome du même nom, le syndrome d'Asperger. On va rentrer si vous le voulez bien, on va rentrer vraiment dans le cœur de ce que sont les troubles du spectre de l'autisme, et je passe la parole à ma collègue Elodie Pintin. Alors, donc nous allons commencer par des points de définition pour bien cadrer ce de quoi on parle. Donc, le trouble du spectre de l'autisme, TSA, est un trouble du neurodéveloppement. Cela signifie qu'il a une incidence sur le développement du cerveau. C'est un trouble dont les origines sont multifactorielles, organiques, environnementales, génétiques, biochimiques, neurophysiologiques. On est vraiment sur un trouble où il n'y a pas qu'un seul facteur, mais vraiment de multiples facteurs qui vont rentrer dans les causes de l'autisme. Il affecte précocement l'acquisition d'habiletés et de compétences diverses. On est vraiment sur un trouble qui va arriver précocement dans la vie de la personne, et ce, tout au long de la vie. Donc, c'est vraiment important de savoir qu'on ne devient pas autiste, mais qu'on est autiste. C'est quelque chose qui va arriver très tôt dans la vie des personnes et qui va rester tout au long de leur vie. Même si on a des adaptations qui vont être mises en place et qui vont permettre d'améliorer la qualité de vie des personnes, cet autisme va rester. Comme je vous le disais à l'instant, l'autisme et donc le TSA, le trouble du spectre de l'autisme, est un trouble du neurodéveloppement. Donc, on le range dans la même catégorie que d'autres troubles dont vous avez probablement entendu parler. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un trouble du neurodéveloppement? Il se caractérise par une perturbation du développement cognitif et ou affectif et va entraîner un retentissement important sur le fonctionnement adaptatif scolaire, social et familial de la personne. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui va avoir un impact sur différents éléments de la vie des personnes. Donc, le TSA s'inscrit dans les troubles du neurodéveloppement, comme tous les autres troubles que vous voyez affichés ici, les troubles de la communication, les troubles du développement intellectuel, le TDAH, les troubles spécifiques des apprentissages, les troubles moteurs et les autres troubles du neurodéveloppement. Alors, c'est vraiment important comment dire, mon collègue vient de vous faire un petit point historique. Un autre événement dans l'histoire de la définition du trouble de l'autisme, du trouble du spectre de l'autisme, qui est vraiment important, c'est la loi Chaussy. Effectivement, jusqu'en 1996, l'autisme était considéré comme une maladie. On cherchait donc à guérir les personnes. À partir de 1996, on est passé sur une définition du côté du champ du handicap, ce qui a changé vraiment beaucoup de choses. Donc, en 1996, la loi Chaussy permet la reconnaissance de l'autisme non plus comme une maladie, mais comme un handicap. Il n'est donc plus question de soigner, de guérir, enfin, soigner dans le sens de chercher une guérison les personnes atteintes d'autisme, mais de chercher des adaptations pour permettre d'améliorer leur qualité de vie. Cela va avoir vraiment une incidence très importante, puisqu'on va passer d'une prise en charge, notamment pour les enfants, qui était vraiment médicale en hôpital de jour, à une prise en charge qui va être médico-sociale. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'il va y avoir les prémices de l'insertion, puis l'inclusion scolaire des personnes, ce qui vraiment va changer énormément la prise en charge de l'autisme. En ce qui concerne les classifications, vous avez actuellement deux classifications qui sont reconnues. Comme vous le voyez à l'écran, on a la CIM-10 qui date de 1994. Donc, vous voyez, ça date un petit peu 1994, mais elle est encore d'actualité puisque la CIM-11, elle est actuellement en cours de validation et de traduction et elle devrait entrer en vigueur début 2022, normalement. Donc, pour l'instant, c'est toujours la CIM-10 qui a cours. Mais vous voyez, au niveau de la classification, les choses ne sont pas organisées de la même façon.
Dans la CIM-10, on retrouve des appellations comme autisme infantile, syndrome d'Asperger, autisme atypique, autres troubles envahissants du développement, troubles envahissants du développement sans précision, troubles désintégratifs de l'enfance. Tous ces termes sont aujourd'hui fusionnés et ces termes, quand on parle de troubles du spectre de l'autisme, on renvoie à toutes ces appellations de la CIM-10. Donc, dans le DSM-5, qui est sorti en 2013, toutes ces appellations ont été fondues sous le terme de troubles du spectre de l'autisme. Il n'y a que le syndrome de Rett qui est resté à part. Mais c'est important quand même que vous ayez en tête ces appellations, puisque c'est quand même des choses que vous pouvez encore entendre ou lire quand vous vous renseignez sur l'autisme. Donc, on revient sur ces appellations que je viens de vous dire, et d'autres. Troubles envahissants du développement, ça, c'est effectivement, quand vous faites des recherches au niveau lecture, vous pouvez encore trouver ce terme. De même que autisme typique ou autisme atypique, autisme de haut niveau, donc le syndrome d'Asperger dont on a déjà parlé, et autres troubles envahissants du développement. Vous pouvez éventuellement aussi entendre parler de dysharmonie évolutive ou de dysharmonie psychotique, qui sont des termes psychanalytiques et uniquement utilisés par les psychanalystes. Tous ces termes, en fait, renvoient aux troubles du spectre de l'autisme. Donc, en 2013, on est passé au DSM-5. Avant le DSM-5, on était sur le DSM-4. Dans le DSM-4, on parlait de triade autistique. On avait une vision, une définition du TSA qui était sous forme de triade. Donc, des difficultés à quel niveau? Au niveau de la communication, au niveau des interactions sociales et des comportements restreints et répétitifs. Avec le DSM-5, on est passé à une dyade autistique. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la communication et les interactions sociales ont fusionné et sont passés sont devenus un aspect. Les deux aspects sont devenus en fait un aspect. Donc, dans le DSM-5, vous trouverez des difficultés au niveau des interactions sociales et de la communication sociale, d'une part, et des comportements restreints et répétitifs. Et ce que le DSM-5 a apporté aussi, c'est cette notion de sévérité. En fait, c'est pour ça qu'on est passé vraiment sur un trouble du spectre de l'autisme, puisque on va voir, et on va vous l'expliquer aussi durant cette matinée et cet après-midi, qu'on n'a pas un autisme, mais plusieurs. On est vraiment sur un spectre et on va avoir des degrés et des différences qui vont se jouer à différents niveaux. En termes de sévérité, il va y avoir donc 3 niveaux de sévérité. Un niveau 3 donc, qui va nécessiter un soutien très important, avec des déficits graves des compétences de communication verbale et non verbale, qui vont être responsables d'un retentissement sévère sur le fonctionnement, avec une limitation très sévère de la capacité d'initier des relations et une réponse minime aux initiatives sociales émanant d'autrui. Donc, au niveau de ce degré de sévérité très important, on va par exemple retrouver des personnes qui vont être non-verbales, qui ne vont pas être en capacité de s'exprimer par le verbal. Mais il va y avoir d'autres façons de s'exprimer et ça va être aux personnes qui les accompagnent d'essayer de comprendre justement comment les comprendre et comment pouvoir entrer en communication avec elles. Au niveau du comportement, on va avoir un comportement inflexible, une difficulté extrême à faire face au changement, des comportements restreints et répétitifs qui vont interférer de manière marquée avec le fonctionnement de la personne, et ce, dans l'ensemble des domaines. Donc, on va avoir vraiment quelque chose de massif et qui va impacter vraiment de manière profonde la vie de la personne. Donc, qui va nécessiter un accompagnement très important. Dans ces cas-là, on va être sur une vie, des personnes qui vont vivre en institution, par exemple, et qui vont vraiment avoir besoin d'un soutien de tous les instants. Au niveau, pardon. Pour ce qui concerne le niveau 2 de sévérité, on va être sur des personnes qui vont avoir besoin d'un soutien important. Les déficits vont être marqués,
au niveau des compétences de communication verbale et non verbale. On va avoir un retentissement social qui va être apparent, même si on a des aides apportées. Les choses vont toujours être significatives. On retrouve une difficulté dans la capacité à initier les relations, mais celle-ci va être non plus une incapacité sévère, mais une incapacité limitée, et une réponse réduite ou anormale aux initiatives sociales émanant d'autrui. En ce qui concerne les comportements, on va retrouver un manque de flexibilité du comportement, une difficulté à tolérer le changement, et des comportements restreints et répétitifs qui vont toujours être là et qui vont être assez fréquents. Assez fréquents pour être évident pour un observateur, qui serait même un observateur non averti. Et on va retrouver un retentissement sur le fonctionnement, et ce, dans une variété de contextes. Donc, ça ne va pas que être dans la vie professionnelle de la personne ou que dans la vie familiale, on va le retrouver à différents niveaux. Ensuite, nous avons donc un niveau 1 de difficulté. Donc, sur ce niveau 1, on va s'apercevoir que sans aide, les déficits de la communication sociale sont source d'un retentissement fonctionnel observable. On va avoir des difficultés à initier les relations sociales et des exemples manifestes de réponses atypiques ou inefficaces en réponse aux initiatives sociales émanant d'autrui. Ça peut donner l'impression d'une personne qui a peu d'intérêt pour les interactions sociales. Alors, sur cet élément-là, vraiment, on aura à cœur d'y revenir. C'est une impression. On entend souvent dire des choses comme quoi les personnes avec un trouble du spectre de l'autisme n'ont pas d'empathie. Non, ce n'est pas qu'ils n'ont pas d'empathie, c'est qu'ils donnent l'impression de ne pas avoir d'empathie, puisqu'ils vont démontrer cette empathie d'une manière différente des personnes qui sont neurotypiques. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette idée en tête. Et ce ne sont pas des personnes qui n'ont pas d'empathie, c'est juste qu'ils le montrent différemment et qu'ils ont une difficulté à montrer cette empathie. Au niveau des comportements, on va avoir un manque de flexibilité avec un retentissement significatif sur le fonctionnement, et cette fois-ci dans un ou plusieurs contextes. On va avoir une difficulté à passer d'une activité à une autre, et ça, on aura aussi l'occasion d'y revenir, des problèmes d'organisation ou de planification qui vont gêner le développement et l'autonomie. Donc, on va avoir des personnes qui vont avoir du mal à s'organiser et qui vont être parfois très gênées dans leur fonctionnement. Donc, comme je vous le disais à l'instant, le trouble du spectre de l'autisme dans le DSM-5 est décrit, on parle donc de dyade autistique, puisqu'on va retrouver des perturbations dans principalement 2 domaines, la communication et les interactions sociales, et on va retrouver un caractère restreint et répétitif, stéréotypé, des comportements ou des intérêts. Donc ces troubles, comme on vous l'a déjà dit, mais on va insister, ils doivent apparaître donc avant l'âge de 3 ans, donc précocement dans le développement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Un focus sur quelque chose de vraiment très important, la déficience intellectuelle n'est pas nécessaire au diagnostic. C'est quelque chose qui s'observe chez certaines personnes, mais qui n'est pas du tout une nécessité pour le diagnostic. Et pour finir, avec cette dyade, le diagnostic est médical. Donc, c'est un médecin qui peut poser le diagnostic et uniquement un médecin. Je vais redonner la parole à mon collègue pour la suite. Donc, on vient de voir donc la dyade autistique. Donc, évidemment, vous vous en doutez bien, s'il y a une diapo qui est importante, c'est celle-là. C'est celle qui va nous permettre de comprendre et de déterminer un petit peu quelles sont les problématiques en lien avec l'autisme. Donc, altération de la communication, altération de l'interaction sociale, et dans le deuxième élément de la dyade, les intérêts restreints, stéréotypés ou répétitifs. Donc, quand on va faire au CRA Limousin, mais comme dans d'autres CRA, on va faire des évaluations, ce qu'on va s'attacher à rechercher, ce sont ces éléments-là de la dyade. Donc,
toutes les évaluations qu'on va pouvoir mettre en place sont destinées à pouvoir nous permettre d'évaluer un petit peu tout ce qui va être en lien avec l'interaction sociale, avec la communication, et on va avoir l'occasion d'en reparler. Cette diapositive, on l'a construite de cette manière-là. Comme vous le voyez, on a fait une très, très grosse faute d'orthographe en haut, mais sciemment. Donc, autisme avec un S. Pourquoi autisme avec un S? Parce que c'est un groupe hétérogène avec des différences interindividuelles. Donc, autisme avec un S parce que comme disait Theo Peters disait, voilà, vous avez rencontré une personne autiste, vous avez rencontré une personne autiste. Vous avez rencontré deux personnes autistes, vous avez rencontré deux personnes autistes. Vous avez rencontré trois personnes autistes, ainsi de suite, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Ça voulait dire que c'est un groupe qui est hétérogène. Il y a des différences interindividuelles. Ça veut dire que, par exemple, pour un professionnel, on se dit, tiens, voilà, j'ai réussi à comprendre comment fonctionnaient les TSA, j'ai les éléments de la dyade. Lundi, je vais travailler de cette manière avec ce jeune homme et je vais pouvoir le dupliquer et le dupliquer avec d'autres personnes, mardi, mercredi. Et en fait, non, parce que cette notion de trouble du spectre, on va l'aborder ensemble. Vous allez voir qu'elle est très vaste, elle est très large, elle peut être inconfortable, mais elle est de ce fait très riche. Donc, pourquoi autisme avec un S? Parce que on va reconnaître des compétences et des difficultés observées qui vont différer en fonction de quoi? En fonction de la symptomatologie autistique. Donc, on va se retrouver avec une diversité de symptômes et une intensité des troubles. Et en fonction aussi des pathologies associées, on aura l'occasion de le voir plus tard, quelles sont les pathologies associées et les troubles associés généralement en lien avec le trouble du spectre de l'autisme. Donc, on a essayé de le représenter de cette manière-là, avec le spectre de la lumière, on a essayé de le visualiser de cette chose-là. Vous savez que les personnes avec TSA sont des apprenants visuels, mais pas que les personnes avec TSA. Donc, c'est important qu'on puisse essayer de visualiser tout ça. Donc, on peut dire que ce trouble du spectre-là, et l'autisme avec un S, disons-le comme ça, va d'une absence de communication vers une simple maladresse sociale. Vers une simple maladresse sociale. Je m'excuse de la terminologie. La simple maladresse sociale, elle peut être très, très handicapante aussi. Donc, je reprends ma formulation. Elle peut aller d'une absence de communication vers une maladresse sociale. Donc, vous vous doutez bien, comme l'a dit ma collègue tout à l'heure, on se retrouve avec un niveau de sévérité, 1, 2, 3. L'absence de communication, ce sont les personnes qu'on va retrouver en établissement, qui sont dans une grande précarité, dans une grande difficulté, avec une altération de la communication réellement importante. La maladresse sociale, c'est ce qu'on va pouvoir mettre un petit peu plus sous le vocable de syndrome d'Asperger, même si je mets une grande parenthèse à tout ça, parce que le syndrome d'Asperger, comme vous l'avez vu tout à l'heure dans notre présentation, avec le DSM n'apparaît plus. Par contre, les personnes Asperger, ASPI, sont très attachées à cette identité-là. Donc, vous voyez, ce spectre-là, il va évoluer un petit peu, il va couvrir un petit peu toute cette dimension et toute cette difficulté-là. Pour les professionnels, s'il y en a qui nous écoutent, le curseur sur le spectre, notre rôle, ça va être de le faire bouger. Ça va être à un moment donné de donner les clés d'une communication à des personnes qui sont non communicantes ou discommunicantes. Ça va être leur donner les moyens d'une communication alternative. Pour les personnes qui souffrent d'un syndrome d'Asperger, là, je vous donne vraiment des choses qui sont très, très schématiques. Hein. C'est peut-être justement travailler sur ces habiletés sociales, puisqu'on voit que ce sont les habiletés sociales, la maladresse sociale qui peut être impactée. Je dis bien qu'il peut être, il peut y avoir beaucoup de choses. Donc, toutes ces choses-là, elles sont très, très importantes à prendre en compte. Et la sévérité de la symptomatologie des TSA et le niveau cognitif ne sont pas forcément corrélés. On peut avoir un niveau cognitif extrêmement dans la norme, voire bien au-dessus de la norme, et avoir de grandes difficultés d'adaptation. On le voit, et avec une symptomatologie et des troubles associés qui peuvent être très importants. Et tout ça va nous donner des situations de handicap qui sont très hétérogènes. Donc, ça demande, vous vous en doutez bien, beaucoup d'adaptation. Ça demande beaucoup d'adaptation, ça demande, en termes de diagnostic,
ça demande aussi beaucoup d'analyse clinique et de recherche clinique par rapport à tout ça, pour essayer d'objectiver un petit peu les éléments qu'on va pouvoir nous donner à voir et à évaluer. La sévérité de l'autisme et son ressentiment dans le quotidien ne sont pas forcément corrélés au niveau intellectuel. Donc voilà, on peut, par exemple, moi je travaille sur le pôle adulte du Centre de ressources autisme de Limousin, et il y a des personnes qui viennent ici dont on peut penser que voilà, on est vers un diagnostic de syndrome d'Asperger, même si une fois de plus je mets des guillemets sur ce syndrome-là. Ça ne veut pas dire que leur quotidien n'est pas impacté. Voilà, il n'y a pas de problème sur le plan cognitif, mais le quotidien peut être excessivement difficile en termes d'interaction, d'adaptation au travail, de sensorialité. Toutes ces choses-là qu'on aura l'occasion de développer et de voir un petit peu plus avant, à la fois cet après-midi et tout au long de la semaine. Donc, cette notion de spectre-là, elle a fait apparaître cette dimension-là. Elle nous convient bien parce que on est dans quelque chose qui est un petit peu moins figé, et on sait que l'autisme, c'est tout sauf quelque chose de figé. Donc, autisme avec un S, voilà pour cette diapositive, ça nous semblait très important. Si vous êtes d'accord, on va essayer de regarder. Donc ça, c'est une petite diapo qu'on a trouvée chez des collègues. Donc, on va essayer de voir. Là, il y a 3 personnes. Vous voyez, il y a 3 personnes. Et on va essayer de voir quel va être le profil un petit peu de ces 3 personnes. La première personne, on voit que c'est un petit garçon. Hein, donc, peut-être que certains ou certaines d'entre vous me voient déjà venir et se doutent de la suite que je vais donner à mon propos. Donc, on a ce petit garçon dont on voit que le profil, on voit qu'en termes de communication, d'interaction sociale, il est quand même dans une phase, il est dans des difficultés qui sont quand même apparentes. Il présente des intérêts restreints et répétitifs qui sont très importants. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va avoir des intérêts restreints et que ça va être difficile de pouvoir le faire sortir un petit peu de ses intérêts restreints et de l'amener à d'autres choses. Par contre, vous voyez, sur le plan auditif, donc il a été vu que sur le plan des stimuli auditifs, il était plutôt dans la norme, il était hypersensible. Sur le plan visuel, sur le plan tactile, olfactif et gustatif, il n'y a pas de problématique majeure. Okay, donc, on se retrouve avec un petit garçon qui présente un petit peu ce profil-là, avec un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme. La diapo d'après, donc c'est la petite fille qui est à côté, qui a le même diagnostic. Elle a, elle aussi, un diagnostic du trouble du spectre de l'autisme. On voit par contre que la communication et les interactions sociales impactent beaucoup moins son quotidien. Les intérêts restreints et répétitifs, ils sont peu remarqués ou remarquables. Les stimuli auditifs, on peut penser qu'elle est dans cette dimension-là. Elle peut être aussi dans une hyposensibilité sur le plan visuel. Sur le plan de la douleur, bon, on est dans la fourchette haute. Par contre, en ce qui concerne les stimuli olfactifs et les stimuli gustatifs, par exemple, elle est plutôt dans la fourchette basse. Donc, vous voyez 2 personnes TSA. On a déjà un profil qui est complètement différent. Vous vous rappelez la diapo précédente, autisme avec un S, elle s'explique un petit peu par le biais de ce petit schéma-là. Donc, on se dit, attention, je vais adapter ma clinique à l'autisme. Donc, il y a un profil masculin et un profil féminin. Vous vous doutez bien que j'allais venir à cette dimension-là. Et on y viendra tout à l'heure. Regardons donc une troisième jeune fille. Donc, et là, je peux faire tout à fait état de mon expérience. Voilà, au cours de mon travail en CRA, j'ai pu faire évoluer ma clinique et me dire, voilà, il y a effectivement peut-être un profil féminin qui est différent. Mais au sein de ce profil féminin, regardez la 3e diapositive. Donc, on se retrouve avec une petite jeune fille aussi, avec un diagnostic de TSA. Par contre, en termes de communication et d'interaction sociale, vous voyez ces difficultés sont beaucoup moins importantes que celles de la jeune fille d'à côté. Les intérêts restreints et répétitifs, par contre, sont plus marqués, un petit peu comme sur un profil de garçon. D'accord? Donc, les stimuli auditifs, elle est plutôt sur un versant hyposensible, stimuli visuels, tactiles de la même manière. Par contre, tout ce qui va être olfactif, voire gustatif, ça va être quelque chose de plus marqué chez elle. Donc, on se retrouve au travers de
cette petite diapo, elle nous plaît beaucoup parce qu'elle nous apprend quoi? Elle nous apprend quoi? Elle nous apprend une chose que l'autisme nous apprend au quotidien, c'est de l'humilité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On se dit, ça y est, j'ai compris un petit peu comment je vais pouvoir travailler, m'adapter. Et en fait, non, on se retrouve avec 3 profils différents, un garçon, 2 filles, et on s'aperçoit que ces 3 profils-là, pour ces 3 personnes qui ont un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme, sont complètement différents. Ça veut dire que pour les professionnels, là, je fais un focus vraiment sur les professionnels, mais bien sûr, pour les parents, les aidants, enfin, toutes les personnes qui vont graviter autour des personnes présentant un diagnostic de TSA, il va convenir de s'adapter, d'avoir cette connaissance du trouble du spectre de l'autisme, mais de l'adapter à la personne avec qui on va travailler. Donc, c'est un côté plutôt rassurant, tout ça. Même si c'est inconfortable, hein, parce qu'on se dit, tiens, voilà, je maîtrise et je vais pouvoir dupliquer un petit peu ce que je sais. Ça remet un petit peu en question nos savoirs, nos connaissances, et il faut qu'on les adapte un petit peu, ces choses-là. Ensuite, quelques chiffres, hein, ça nous semble important et primordial qu'on puisse aborder ça sous cet angle-là. L'ensemble des TSA, actuellement, représente une prévalence moyenne, sont les chiffres du DSM, hein, de 1%. Donc 1% de la population présente un trouble du spectre de l'autisme. Donc il y a d'autres études hein, qui n'ont pas été forcément validées, où vous pouvez voir, entendre des chiffres divers et variés par rapport à ça. Le chiffre officiel pour celui-là, pour le moment, c'est celui de 1%. On va le garder dans notre tête, c'est le chiffre du DSM. Le sexe ratio, alors le sexe ratio, je vais faire on va mettre de gros guillemets sur ce sexe ratio. Je vous donne le chiffre officiel, hein, qui est de 4 garçons pour une fille. Donc ça veut dire qu'il y a une prévalence plus importante chez les garçons que chez les filles. On va voir avec la diapo qui suit qu'il convient peut-être de mettre quelques bémols autour de ce chiffre-là. Alors, quelques chiffres, effectivement, c'est difficile de comparer les taux actuels de 1% avec ceux d'il y a 40 ans, qui étaient de 4 pour 10 000. Donc, vous voyez un petit peu l'évolution qu'il y a pu avoir dans cette compréhension du trouble du spectre de l'autisme. Pourquoi cette augmentation de la prévalence? Est-ce qu'il y a plus de personnes TSA qu'il n'y en a eu? La première des choses qui nous semble importante, et une fois de plus, l'ensemble des CRA et le CRA Limousin s'inscrivent dans cette démarche-là, c'est qu'il y a une évolution de la conception de l'autisme. Avant, on était, comme vous l'a présenté ma collègue tout à l'heure, sur l'autisme atypique, les troubles envahissants du développement, l'autisme typique, etc. etc. Maintenant, on se retrouve avec cette notion de trouble du spectre de l'autisme. Et une fois de plus, c'est une dénomination qui nous convient tout à fait. Donc, de fait, on augmente forcément le nombre de personnes qui vont être retenues dans cette dimension-là. Il y a aussi une modification des critères diagnostiques. Voilà, on sait maintenant que on vous présentait les documents de la Haute Autorité de Santé en tout début d'intervention. La Haute Autorité de Santé recommande des outils que nous devons utiliser pour poser le diagnostic d'autisme. Donc, il y a tout un panel d'évaluations qui sont au plus près des problématiques des personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme et que nous utilisons en centre de ressources, bien sûr. Il y a une meilleure connaissance des troubles. Hein, il y a de fortes sensibilisations. L'autisme a été très, très, très médiatisé. Hein. Il l'est, et à juste titre, et il faut qu'il le soit. Donc, c'est aussi dans ce sens-là que nous nous inscrivons dans cette journée du 2 avril, qui nous semble absolument primordiale et importante, qu'on puisse avoir des actions comme celles que nous avons aujourd'hui ou d'autres. Donc, les fortes sensibilisations, médiatisation, il y a eu d'excellentes émissions qui ont pu passer à la télévision ou autre, et quelquefois, on a au Centre de ressources autisme du Limousin des appels après ces émissions. Voilà, j'ai regardé cette émission, je me suis un peu retrouvé dans les descriptions qui ont été faites. Donc, c'est important qu'on ait ces sensibilisations-là et cette médiatisation-là. Même si la médiatisation, rappelez-vous tout à l'heure le trouble du spectre, les médias peuvent avoir ce focus soit sur les personnes qui fonctionnent très très bien, soit sur les personnes qui sont dans une plus grande précarité, alors que je reviens vraiment sur cette notion d'autisme avec un S et de trouble du spectre.
souvent, il y a eu confusion entre déficience intellectuelle et autisme. Ce qui est important aussi, c'est le développement de services spécialisés. Alors, en toute humilité, hein, nous espérons que les centres de ressources autisme de France et de Navarre s'acquittent de cette mission-là et permettent une meilleure connaissance des troubles du spectre de l'autisme par le biais de sensibilisation, de formation. Tout à l'heure, on a abordé quelles étaient nos missions. Voilà, nous avons des formations auprès des enseignants, auprès des travailleurs sociaux, auprès du corps médical, pour faire évoluer un petit peu cette connaissance autour des troubles du spectre de l'autisme. Il y a probablement d'autres facteurs qui rentrent en jeu, mais on ne va pas forcément les détailler maintenant. Un petit focus. Alors ça, c'est une diapo qui a été faite par Aspi Conseil. Donc, vous l'avez bien compris tout à l'heure, il y a une différence entre les hommes et les femmes dans le diagnostic du trouble du spectre de l'autisme et dans le fonctionnement même de l'expression même de cette symptomatologie. Donc, si vous voulez, on va essayer de décliner un petit peu ensemble, une fois de plus, avec cette diapo de nos collègues d'Aspi Conseil. Donc, quelles sont les différences qu'on va retrouver? Une fois de plus, hein, ce ne sont pas des choses qui sont écrites, gravées et qui sont immuables, mais ce sont des choses qu'on va souvent retrouver. Chez les hommes, on va retrouver quoi? Des difficultés qui sont souvent plus visibles, hein, avec des fonctionnements sociaux qui sont plus déficitaires, plus de difficultés à s'inscrire dans une interaction sociale, avec des stratégies d'imitation qui vont être peu présentes, une solitude qui peut être plus marquée. Chez les dames, ce qu'on va retrouver, c'est un meilleur fonctionnement social en apparence. Attention, et à quel prix? Surtout à quel prix? Avec une motivation sociale et une réciprocité, et des stratégies d'imitation qui vont être beaucoup plus développées. Une fois de plus, à quel prix? Quelle exigence il y a autour de tout ça, hein? Communication atypique chez les garçons, donc un langage qui peut être souvent un petit peu spécifique, et rarement une communication non verbale associée. Ce qu'on ne va pas forcément retrouver chez les dames, avec une communication verbale qui va être peut-être plus expressive et des gestuelles plus présentes. Chez les hommes, on va retrouver aussi une expression plus classique des TSA. On aura l'occasion d'y revenir cet après-midi quand on va rentrer un petit peu dans les particularités de fonctionnement et dans les éléments de la dyade. En termes de sensorialité, on va se retrouver avec une prédominance de l'hyposensibilité. Vous vous rappelez tout à l'heure les trois petits personnages qu'on vous a présentés. Chez les dames, on va se retrouver peut-être plus avec une hypersensibilité fréquente. Donc voilà, ça veut dire que voilà, on est dans une salle d'évaluation, il y a du bruit dans le radiateur, et même ce petit bruit-là peut être extrêmement dérangeant et très envahissant. On va se retrouver chez les garçons avec des intérêts spécifiques beaucoup plus atypiques. Donc les nombres, les mécanismes, les horaires, l'informatique, tout ça bien sûr est très schématisé et il convient d'y mettre les bémols nécessaires, mais je suis sûr que vous êtes en train de le faire. Chez les dames, ces intérêts vont être beaucoup plus beaucoup plus discrets, hein, et même chez les petites filles, voilà, vous allez vous retrouver avec une petite fille qui va avoir une passion beaucoup plus classique pour, je sais pas, pour les Polly Pocket, pour des peluches diverses et variées, mais qui peut être envahissante, mais qui socialement peut être beaucoup plus difficile à repérer et qui est plus difficilement repérable. Chez les hommes, on va retrouver des stéréotypies avec l'utilisation atypique d'objets. Chez les dames, des stéréotypies plus discrètes des mains, des doigts, des petits rituels mentaux. Donc, avec une prise en compte sociale de ce que vont être ces stéréotypies. Enfin, chez les garçons, on va retrouver des comorbidités qui vont être plus externalisées, qui vont être plus facilement repérables. Donc, le TDAH, trouble de l'attention avec hyperactivité, les troubles oppositionnels ou les troubles obsessionnels compulsifs. Chez les dames, on va retrouver souvent un profil plus difficile à percevoir. Donc, on aura l'occasion d'y revenir. Anxiété, dépression, troubles du comportement alimentaire,
de type anorexique ou autre. Donc, vous voyez, donc on se retrouve avec des profils qui sont quand même assez différents, même si, une fois de plus, le trouble du spectre de l'autisme est bien présent. D'autres spécificités masculines, l'attention marquée aux détails, une faible flexibilité cognitive, qu'on peut retrouver aussi chez les dames, bien sûr, hein, et d'autres spécificités chez les femmes. Donc, quelquefois, des maternités plus complexes, souvent moins désirées, des attentes sociales plus élevées, et on retrouve malheureusement plus grand nombre de victimes d'abus sexuels en lien avec la naïveté sociale, la difficulté de perception de l'implicite ou des relations sociales qui peut amener à des choses d'une grande violence et que voilà, nous avons pu malheureusement noter. 3 hommes sur 4 parmi les personnes diagnostiquées, donc vous voyez, les difficultés sont plus visibles, elles sont plus repérables, le diagnostic est plus précoce souvent chez les garçons. Et enfin, chez les femmes, 1 femme sur 4 seulement. Donc, parmi les personnes diagnostiquées, ce qu'on va repérer, c'est des difficultés plus subtiles, mais qui sont aussi et tout à fait handicapantes au quotidien, avec donc le risque d'un sous-diagnostic ou d'un diagnostic erroné. Et je fais un petit retour sur le sexe ratio qu'on a pu vous donner tout à l'heure, qui mettait une prévalence plus importante d'hommes que de femmes. À la lecture de cette diapositive, elle questionne vraiment le chiffre de cette prévalence-là. Je passe la parole. Je reprends donc la parole pour vous parler des facteurs de risque. On va s'attacher ici à faire un point sur les facteurs de risque qui sont connus et reconnus par rapport aux facteurs de risque qui sont complètement erronés et non démontrés, mais dont vous entendez forcément encore parler, puisque régulièrement dans les médias ou dans des discussions, ces facteurs reviennent, malheureusement. Donc, on va vraiment faire un focus sur ça. Donc, on va commencer par les facteurs connus. Donc, une fréquence plus importante chez les garçons, mais encore une fois, on remet des guillemets et un bémol par rapport à ce qui vient de vous être expliqué. On va avoir l'âge des parents, l'âge des 2 parents. Donc, alors, avant toute chose, là, on est sur des facteurs de risque. Ça ne veut pas dire que quand on a un enfant plus tard, par exemple, quand les 2 parents sont plus âgés, ça veut pas dire que forcément on aura un enfant avec TSA. On est sur des facteurs de risque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, au CRA, on va poser ces questions-là parce que c'est des choses qui vont nous mettre un peu la puce à l'oreille, qui vont nous alerter. Mais ça ne veut pas dire qu'on va cocher toutes ces cases et forcément la personne, l'enfant, sera TSA ou parce que nos parents sont comme ça, on est TSA. C'est vraiment des facteurs de risque, ils sont à prendre comme tels. On va avoir des antécédents de TSA dans la famille, donc dans la fratrie, chez les parents, dans la famille plus élargie, ça va être un facteur de risque supplémentaire. Des complications pré- et périnatales. On sait que, par exemple, la grande prématurité, un petit mois de naissance, ça va être également un facteur de risque. Donc, ça veut dire que les professionnels vont être plus vigilants quand on est face à un enfant qui naît prématurément. Donc, d'autre part, on va refaire un focus vraiment très important sur les facteurs non démontrés et vraiment erronés. Donc, le premier facteur qui a fait grand bruit et qui fait toujours grand bruit, c'est la vaccination. Donc, il n'y a pas de lien entre la vaccination et l'autisme. Il y a effectivement eu une étude qui a pu le démontrer, mais cette étude a depuis été largement critiquée et elle avait vraiment des gros problèmes de méthodologie. Vous pouvez trouver ces informations assez facilement sur Internet si vous trouvez. Et depuis, si vous cherchez, pardon, et depuis, il y a vraiment eu de nombreuses études qui ont montré qu'il n'y avait pas du tout de lien entre vaccination et autisme. Une autre chose qui est parfois pointée du doigt, c'est l'alimentation, l'intolérance au gluten, des difficultés alimentaires liées à la caséine, donc qui est une protéine du lait. Donc non, il n'y a pas de lien entre alimentation et autisme. Et on va finir par vraiment ce qui pour nous est le plus important à rappeler,
Il n'y a aucun lien entre autisme et qualité du lien parental. L'autisme n'est pas une conséquence de carences éducatives. Ça n'est pas ça. Comme je vous l'ai dit en introduction, enfin tout au début du webinaire, on est autisme. C'est quelque chose avec lequel la personne vient au monde. Donc, ça n'est pas en lien avec la qualité du lien parental. Donc, on remet vraiment ce tampon. Non, c'est faux. Ça n'a pas de lien. Donc, arrêtons de dire ça. Arrêtons de culpabiliser les parents, principalement les mères. Enfin, voilà, les parents d'enfants avec TSA ont suffisamment à penser, suffisamment de choses à gérer. On ne va pas rajouter cette culpabilité. Ça n'a... Enfin, c'est vraiment... Enfin, voilà. Arrêtons avec cette fausse idée. Je repasse la parole à mon collègue qui va donc clôturer, enfin terminer ce webinaire. Donc, on va voir, c'est notre dernière diapositive de la matinée. On devait finir aux alentours de 11h15. On a été un petit peu plus long que prévu et vous nous en excuserez, mais on va quand même se garder du temps pour échanger. Les TSA sont rarement isolés. Le TSA est rarement isolé. Il y a souvent des troubles qui sont associés aux troubles du spectre de l'autisme. On va essayer de les détailler. Une fois de plus, ce n'est pas forcément exhaustif, mais essayons de les détailler ensemble. Le premier, on va essayer de battre en brèche aussi quelques stéréotypes, les troubles anxieux, bien sûr. Vous l'avez vu tout à l'heure, on a vu chez les personnes qui présentent une maladresse sociale ou même chez les personnes qui présentent des difficultés plus importantes, on peut se retrouver avec des troubles anxieux qui sont majeurs et qui vont impacter le quotidien de manière vraiment très importante et qu'il convient absolument de prendre en compte dans l'accompagnement des personnes que nous allons pouvoir accompagner et suivre. La deuxième chose, alors il n'y a pas forcément d'ordre d'importance. Ces éléments-là, par contre, nous semblent vraiment primordiaux. La sensorialité. Donc cet après-midi, on vous parlera du fonctionnement cognitif des personnes avec autisme. Il y aura une intervention sur la sensorialité et plus on avance dans notre connaissance de l'autisme et plus on se rend compte de l'importance de la sensorialité dans la problématique de l'autisme. On sait qu'il va y avoir des difficultés sur ce plan-là qui vont avoir un impact majeur sur le quotidien en termes d'inclusion scolaire, en termes d'inclusion professionnelle, en termes de vie familiale. Voilà, il y a un repas de famille, il y a une dizaine de personnes. Là, je parle vraiment de la période où on était hors Covid. Vous le comprenez bien. Voilà, il va y avoir beaucoup de sollicitations et ça peut être très difficile. Donc, le sensoriel a vraiment une place majeure dans les troubles associés aux troubles du spectre de l'autisme. Un autre point qui est important, les troubles du sommeil. Alors que ce soit en termes d'endormissement, en qualité de sommeil, on se retrouve souvent avec des difficultés qui sont très, très importantes à ce niveau-là. Donc, s'il y a des professionnels qui nous écoutent, voilà, vous accueillez un enfant le matin et vous ne le trouvez pas forcément disponible, il est pas bien, il est grognon, il y a quelque chose qui ne va pas. La première des questions qu'il convient de se poser, c'est est-ce qu'il a bien dormi, est-ce qu'il a passé une bonne nuit? Donc, bien sûr, il convient à ce moment-là d'interroger les parents. C'est eux qui vont pouvoir nous donner toutes ces clés-là, toute cette importance-là. Donc, les troubles du sommeil sont vraiment souvent, très très souvent, en lien avec le trouble du spectre de l'autisme. Le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, qu'on va retrouver probablement, souvent, fréquemment, en lien avec le trouble du spectre de l'autisme. Donc, c'est un diagnostic qui peut être complexe parce qu'il impose donc derrière un accompagnement spécifique et qu'il est important de prendre en compte aussi. Autre point important, l'épilepsie. Donc, comme beaucoup de CRA, nous intervenons dans des établissements pour adultes qui sont en démarche de certification, par exemple, et on se rend compte qu'il y a souvent chez les patients qui présentent un TSA, une épilepsie associée. Stabilisée ou pas, il y a un panel important de personnes dans les établissements qui vont présenter une épilepsie associée.
Enfin, le déficit intellectuel, on l'a vu, hein, qui n'est pas forcément corrélé à l'autisme, mais qui peut être présent. D'autres choses comme les troubles le trouble développemental de la coordination. Et enfin, les troubles des apprentissages et d'autres maladies génétiques, je pense entre autres à l'X fragile ou des choses de cet ordre-là qui peuvent avoir des similitudes. Donc voilà un petit peu quels vont être les troubles fréquemment associés aux troubles du spectre de l'autisme. Voilà pour cette présentation. On a été très rapide et une fois de plus, c'est le format webinaire qui nous impose un petit peu ça. Mais voilà, on a essayé d'être à peu près dans les clous pour pouvoir se laisser ce petit quart d'heure restant et tenter de répondre à vos questions. Peut-être que Madame Perrier, vous avez des informations par rapport à ça, dites-nous. Oui, alors on a reçu beaucoup de questions pendant le webinaire. Donc, je vais essayer de sélectionner. Malheureusement, on ne pourra pas répondre à toutes. Donc, pour commencer, on a eu des questions beaucoup autour du diagnostic. Donc, vous avez parlé de la prévalence de 1%. Donc, la question qui a été posée, c'était de savoir est-ce que c'est une prévalence qui a été calculée uniquement sur les enfants? Est-ce que c'est à tout âge de la vie? Donc, ça, c'est déjà une première question. Et autour du diagnostic, on avait aussi des questions sur la DIAD, à savoir ce qu'il faut obligatoirement les deux aspects au niveau des comportements répétitifs restreints de la communication sociale pour parler d'autisme. Donc la première question, c'était, pardon? Première question, on était sur les 1%. 1%. Okay. Voilà. Ok, non, oui, bien sûr, ça prend en compte, l'ensemble des troubles du spectre de l'autisme, que ce soit les enfants, les adolescents ou les adultes. En contrepartie, alors ce qui va être intéressant, on a fait un gros focus, et à juste titre, et il fallait absolument qu'on fasse ce focus-là, sur le diagnostic précoce. Pourquoi le diagnostic précoce? Parce que le diagnostic précoce va nous permettre de mettre en place un accompagnement le plus précoce possible. Vous avez peut-être entendu parler de la plasticité cérébrale chez les tout-petits et la manière dont on va pouvoir, en fonction de ça, lui apporter des réponses à ces difficultés-là. Donc l'importance du diagnostic précoce, il est évident, il faut absolument qu'on insiste là-dessus, et je pense que tous les CRA de France ont cette notion en tête du diagnostic précoce, avec bien sûr derrière l'idée de pouvoir mettre en place des accompagnements, de pouvoir mettre en place des stratégies qui vont pouvoir favoriser, bien sûr, vous en doutez bien, l'inclusion scolaire, entre autres, et faciliter aussi les relations intrafamiliales. Bon, ça c'est une chose, le diagnostic précoce, mais on se rend compte, si vous voulez, qu'il y a des paliers un petit peu par rapport au diagnostic. Je vais essayer de ne pas être trop long parce que là, vous me lancez sur un sujet qui est vraiment intéressant. Donc, on se rend compte qu'il y a des paliers. Donc, l'entrée à l'école peut être un palier parce qu'il va y avoir une augmentation des exigences sociales. Donc, ces exigences sociales-là, elles vont être mises en difficulté, peut-être, à l'entrée à la maternelle, vous voyez. D'autres paliers, ça peut être le passage au collège. Le passage au collège où là, on a à nouveau une augmentation des exigences sociales. Les exigences sociales, ça veut dire que là, pas que sociales du reste, hein, il va y avoir une augmentation des exigences tout court. Quand on passe au collège, il faut se débrouiller, aller à 11h dans la salle 133, à midi 15 dans la salle 132, etc., etc. Donc, toutes ces capacités d'adaptation, elles vont être majorées au fur et à mesure où l'enfant va évoluer dans son cursus scolaire, par exemple. Donc, on s'est rendu compte qu'il y a le diagnostic précoce et qu'il y a des âges de diagnostic qui sont qu'on va retrouver au CRA Limousin, mais pas qu'au CRA Limousin. Donc voilà, le passage du CM2 à la 6e, donc on se retrouve souvent sur ces tranches d'âge-là, parce que voilà, comme je vous le disais, augmentation des exigences sociales, difficulté d'adaptation. Cet enfant qu'on disait timide, il était timide, il était réservé, effectivement, il ne jouait pas forcément avec les autres, il avait des difficultés à se faire des copains, à s'inscrire dans une dimension collective au niveau de son parcours en primaire. Quand il arrive au collège,
ces choses-là sont majorées. Par contre, les parents, eux, nous disaient, le soir, quand il arrive, il explose parce que ça lui a demandé tellement, tellement d'efforts pour être timide et pour s'adapter tout au long de la journée, que le soir, on se retrouve confronté à des difficultés qui peuvent être importantes. Donc là, on est sur le diagnostic précoce, l'importance du diagnostic précoce sur ces étapes-là où on va se retrouver avec une augmentation des exigences sociales qui vont faire que on va se retrouver avec des diagnostics entre 0,6, entre 10, 11, et par la suite, à la sortie du collège, du lycée. Et comme j'ai eu l'occasion de vous le dire tout à l'heure, moi j'interviens particulièrement sur le diagnostic adulte et il me semble aussi très très important. Même si c'est un diagnostic tardif, il est important pour d'autres raisons. Pour d'autres raisons, mais il va être important parce que ça va être une grille de lecture un petit peu des difficultés que la personne a pu avoir tout au long de son parcours. En fait, voilà, j'ai eu plusieurs diagnostics de substitution, des diagnostics autres. J'ai eu des périodes compliquées dans ma vie. Et on va avoir une grille de lecture, d'un seul coup, on va avoir une clé qui va nous permettre de lire un petit peu mieux toutes les difficultés qu'on a pu avoir tout au long de sa vie. Donc, il y a le diagnostic précoce. Il y a ces éléments-là, tout au long de la vie, qui font que dans les CRA, on se retrouve avec des paliers qu'on connaît tous et qu'on a repérés comme étant des éléments où on va, des moments où les gens vont nous interpeller, vont nous solliciter pour un diagnostic. Quant à votre question sur est-ce que pour qu'un diagnostic soit retenu, est-ce qu'il faut que tous les éléments de la dyade autistique soient retenus, soit repéré. Alors bien sûr qu'il convient qu'on puisse repérer tout ce qui va être en lien avec une altération de la communication, avec une altération de l'interaction sociale et ce qu'on appelle les intérêts restreints et répétitifs. Donc pour ça, on va utiliser des outils. Donc voilà, hein, donc il y a l'ADI qui est un outil, qui est un questionnaire qu'on va passer avec les parents pour essayer de voir un petit peu l'évolution de la personne à différentes étapes de sa vie. Et l'ADOS qui est une autre évaluation, qui est une évaluation où on va créer artificiellement, si j'ose dire. On va mettre en scène et on va mettre en scène tous ces éléments-là de la dyade. L'interaction sociale, la communication et les intérêts restreints et répétitifs. On va essayer de repérer un petit peu tout ça. Et après, c'est notre clinique un petit peu qui va faire ça, qui va faire un petit peu le tri dans ce qui va nous être donné entre la première consultation, l'ADI, l'ADOS. Voilà, on peut avoir quelquefois des intérêts restreints et répétitifs qui sont très ténus, qui sont socialement très, très adaptés et qu'on va avoir du mal à repérer. Donc tout ça, après, c'est notre clinique qui va faire tout ça. Une chose que ma collègue a dit tout à l'heure et qui est très importante, c'est que le diagnostic est médical. Donc, voilà un petit peu comment ça se passe. Une fois que ces évaluations ont pu être faites, en accord avec le médecin, on va essayer d'échanger et de retenir ou pas un possible diagnostic de TSA, même si quelquefois, il peut y avoir une présence d'intérêt restreint ténu ou une interaction sociale qui est, ma foi, plutôt adaptée, mais dont on sent qu'elle n'est pas efficiente ou qu'elle a été efficiente dans le cadre de l'évaluation, qu'elle peut être plus difficile ou qu'elle peut être plus altérée au quotidien, par exemple. Donc voilà un petit peu, très schématiquement, pour essayer de répondre à cette question. Oui, allez-y. Merci beaucoup. Et effectivement, ça pose une autre question sur les éléments sensoriels. On a une personne qui nous demandait, est-ce que, dans la mesure où ça n'a pas été évoqué dans la dyade, est-ce que les éléments sensoriels sont pris aussi en compte dans le cadre du diagnostic? Alors, oui, bien sûr. Bien sûr, ça ne fait pas forcément partie du panel de nos interventions. Je vous ai dit l'ADI, l'ADOS, mais on va rechercher ces dimensions-là. C'est évident. C'est évident qu'il faut absolument qu'on mesure, quand je vous parlais de la clinique tout à l'heure en lien avec l'autisme, qu'on puisse alimenter notre avis clinique. Et ces renseignements-là sur la sensorialité, sur la perception de la sensorialité. Est-ce qu'on est en face de quelqu'un qui est en hyper, en hypo, sur tel sens,
ou en hypo sur celui-là, en hyper sur celui-là. Il faut absolument qu'on ait ces dimensions-là. Donc, au-delà des évaluations, on va essayer d'alimenter notre clinique avec toutes ces dimensions-là. Et bien sûr que la sensorialité, nous la prenons en compte. Nous la prenons en compte et vous aurez l'occasion. Donc, cet après-midi, on abordera avec vous le fonctionnement cognitif des personnes avec TSA. Je crois que c'est la semaine prochaine qu'une de nos collègues psychomotriciennes abordera la sensorialité. Et une fois de plus, vous verrez à quel point l'impact de la sensorialité dans la problématique de l'autisme. Élodie, tu veux rajouter des choses? Oui, alors effectivement, la sensorialité n'est pas un critère diagnostique, mais c'est quelque chose sur lequel on est très très vigilant au niveau de la clinique. C'est-à-dire que dans le DSM, vous le retrouvez, enfin c'est pas dans la DIAD, c'est ça que je veux dire, on est dans des sous-critères si vous voulez. Et donc oui, c'est le 1er avril l'intervention sur la sensorialité, donc au matin. Sur le diagnostic également, on nous posait une question sur le lien entre TDAH et TSA. Est-ce que souvent vous constatez un lien entre TDAH et TSA? Et donc il y a une autre question qui était en lien pour savoir précisément à quoi correspondait un TSA léger et à modéré. Donc première question de la personne, du participant, le lien entre TDAH et TSA. Alors effectivement, alors il y a 2 choses, c'est-à-dire que comme on vous l'a montré tout à l'heure, il y a une alors ce qu'on peut appeler comorbidité ou en tout cas des diagnostics qui peuvent être l'un et l'autre posés, c'est-à-dire qu'on peut être à la fois TSA et TDAH, et c'est quelque chose qui est assez fréquent en fait, on retrouve assez fréquemment. Et après, il y a l'autre côté, alors je ne sais pas si c'était la question, mais en tout cas, je vais aller là-dessus. Par rapport aux facteurs de risque, ça fait partie aussi d'un facteur de risque, quelque chose sur lequel on va être attentif. C'est-à-dire que dans une fratrie, si on a un enfant qui est TDAH ou si on a un parent qui est TDAH, il va y avoir un plus grand facteur de risque d'avoir un enfant TSA, et inversement, avec une personne qui va être TSA, il va y avoir un plus grand facteur de risque d'avoir un enfant qui va être TDAH par rapport à une personne qui serait neurotypique. Donc là, effectivement, on a un lien. Et j'ai la deuxième question, je l'ai plus. Pardon, effectivement, j'ai juste oublié de préciser que TDAH était trouble déficitaire de l'attention hyperactif. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. Et donc, le participant nous pose une question ensuite en lien avec à quoi correspond un TSA léger à modéré. Est-ce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle Asperger ou pas? Voilà, qu'est-ce que derrière on met sur TSA léger modéré? Alors, ce qu'on vous a dit plusieurs fois, alors Asperger, ça correspond à une ancienne appellation. Donc, en fait, on ne peut pas vraiment reporter, dire Asperger, ça veut dire ça ou ça veut dire ça. Enfin, c'est plus complexe que ça. Donc je ne vais pas pouvoir répondre très précisément là-dessus parce que c'est vraiment plus compliqué. Par contre, vraiment, au niveau du degré de sévérité, ça va être l'impact que ça va avoir sur la vie de la personne. C'est-à-dire que sur un niveau 1, on va avoir un impact, mais qui va être plus facilement camouflable, qui va plus facilement passer inaperçu qu'un observateur qui ne va pas avoir un regard averti va pouvoir passer à côté. Mais comme le disait mon collègue, ça va être au prix de souvent beaucoup de fatigue, beaucoup de stratégies mises en place. Par contre, sur un niveau 2, on va être sur quelque chose qui va être quand même, où même un observateur non averti va se dire, tiens, il y a des choses un petit peu inhabituelles, ça va être une sensibilité, un rapport aux autres, une façon d'entrer en relation qui va mettre un petit peu la puce à l'oreille et se dire, tiens, il y a quelque chose qui est inhabituel. C'est quelque chose qui va se jouer notamment à ce niveau-là en termes de sévérité. On a ensuite une question sur les facteurs de risque. Est-ce que les maladies neurodégénératives, la PMA, peuvent être des facteurs de risque? Et on a aussi une question en lien avec la dépakine. Alors, effectivement, la PMA est considérée comme un facteur de risque. Ça fait partie des choses alors quand je disais voilà,
au niveau autour de la grossesse, en fait, il y a vraiment des choses qui vont nous alerter. Et la dépakine, oui, on est sur quelque chose qui est un gros facteur de risque pour le coup. Après, sur les maladies neurodégénératives, ça va dépendre des pathologies. Mais effectivement, c'est des choses sur lesquelles on est très vigilant et c'est des questions qu'on pose. Enfin, c'est plutôt au niveau médical. C'est des questions qui sont posées au niveau des premières consultations. Merci beaucoup. On a ensuite d'autres questions autour du diagnostic. Que faire en cas de diagnostic qui semble erroné à des parents? Est-ce qu'il y a possibilité donc, du coup, de solliciter une autre évaluation si, par exemple, une structure de type CAMS ou CMPP a posé un diagnostic? Est-ce qu'il est possible de solliciter une réévaluation? C'est une question qui est délicate et complexe. Donc là, on est vraiment sur des notions qui sont des notions individuelles. Donc c'est difficile de faire d'avoir une posture plus générale sur des questions de cet ordre-là. Si après les questions en lien avec l'autisme se posent, une des choses qu'on peut vous conseiller, c'est effectivement de vous orienter vers un centre de ressources autisme. On ne l'a pas abordé ce matin. Donc, il y a 3 niveaux. Il existe 3 niveaux par rapport au diagnostic. Les CRA sont a priori mandatés pour faire ce qu'on appelle le diagnostic de niveau 3, donc ce qu'on appelle les diagnostics complexes. Sur les diagnostics de niveau 2, donc les médecins, les CAMS, les CMPP doivent être en capacité de pouvoir s'approprier ces diagnostics-là, mais quelquefois on est sur des situations qui peuvent être plus difficiles et plus complexes, donc le cas échéant, ne pas hésiter à s'orienter et à solliciter un avis auprès d'un CRA. Quelquefois, le diagnostic n'est pas toujours très, très facile à poser. Donc, si on se retrouve sur des situations complexes, à ce moment-là, peut-être que l'expertise d'un CRA peut être nécessaire. Enfin, mais tout ça, ce sont des situations qui sont aussi des situations individuelles. Donc, c'est difficile de pouvoir apporter une réponse comme celle-là. Et donc, je pense que ce sera la dernière question, puisque je sais que c'est une question qui va mobiliser pas mal notre équipe sur le sujet-là. C'est au niveau du diagnostic féminin. Donc, la question est de savoir est-ce que l'âge moyen a évolué sur le diagnostic féminin et quelle évolution il y a pu avoir aussi dans les pratiques du diagnostic féminin. Alors, oui, le diagnostic féminin, on déplore une chose. Donc, on déplore que les dames que nous voyons en diagnostic, on les voit arriver relativement tard, parce que vous vous rappelez tout à l'heure ce qu'on a pu dire sur le diagnostic de substitution. Donc, il y a eu quelquefois en amont tout un tas de diagnostics qui ont été d'autres diagnostics, et c'est seulement après un certain parcours qu'on va voir arriver les femmes chez nous pour un possible diagnostic de TSA. La moyenne d'âge, elle est... Enfin non, je ne sais pas s'il y a une moyenne d'âge en fait. Comme je vous le disais, moi je suis sur le pôle adulte. On reçoit beaucoup de dames entre 30 et 50, entre 30 et 50 ans. On peut avoir, je vous ai parlé tout à l'heure du diagnostic tardif. Moi j'ai eu une personne qui avait 66 ans. Donc vous voyez, cet éclairage-là, il se fait aussi avec cette lumière-là. Donc, comme on l'a vu, hein, vous vous rappelez sur la petite diapo sur l'autisme au féminin, les difficultés sont l'expression de la symptomatologie de l'autisme chez les femmes, chez les jeunes femmes et chez les filles et les petites filles va être différente. Donc, ça veut dire qu'elle est moins perceptible, elle est moins facilement repérable et repérée. Donc, on peut se retrouver avec des diagnostics de substitution qui sont des diagnostics parfois erronés, hein, et qu'il convient de revoir un petit peu plus dans le temps, d'où l'explication, d'où ce que je suis en train de vous dire, où on se retrouve souvent avec des personnes entre 30 et 50 ans, entre 30 et 50 ans. Oui. Voilà. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Il y avait également la question de savoir si le diagnostic féminin avait évolué. C'est-à-dire évolué.
Évoluer comment? Entre dans son évaluation. C'était dans ce sens-là que la question Alors, était posée. pour le moment, non, les outils qu'on utilise sont des outils qu'il faut prendre comme des outils et qu'il faut adapter à notre clinique. On vous a parlé de la clinique souvent. Donc, ça veut dire qu'on connaît maintenant mieux la symptomatologie, l'expression de cette symptomatologie chez les femmes. Donc, quand on va faire passer ces bilans-là, à nous d'avoir cette grille de lecture-là. À nous d'avoir cette grille de lecture-là. On espère que dans les années à venir, le bilan comme l'évaluation de type ADOS prennent plus en compte la spécificité de l'autisme au féminin. On sait que c'est dans les tuyaux et que c'est quelque chose qui va probablement arriver. Pour le moment, c'est la clinique des personnes qui sont chargées du diagnostic qui va mettre en avant un petit peu cette spécificité de l'autisme au féminin. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Voilà, écoutez, merci beaucoup. Il est déjà l'heure de se quitter pour ce matin. Donc, c'était la partie 1 du webinaire sur le TSA. Donc, vous retrouverez Élodie et Alain cet après-midi. Donc, vous pourrez reposer des questions si vous êtes là également cet après-midi. Si jamais on n'avait pas pu répondre malheureusement ce matin, parce qu'il y en a eu beaucoup, n'hésitez pas à les reposer cet après-midi, toujours en lien du coup avec le thème qu'ils vont développer pour la suite sur le webinaire sur le TSA. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de matinée. Je ne sais pas si Élodie et Alain voulaient clore. Bon, merci à vous et puis à tout à l'heure. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Merci.